8h34, notre rendez-vous politique, les Français veulent savoir. Tous les matins, parlons vrai avec notre invité. Ce matin, Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État chargée de la citoyenneté et de la ville. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Le Proche-Orient, 58 otages libérés depuis vendredi, 117 prisonniers palestiniens libérés. Pour l'instant, parmi les otages, aucun Français. Pourquoi ? Alors, la première chose, c'est que les 8 Français, ou disparus ou en otage. Oui. La réalité, c'est que... On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas s'ils sont morts ou s'ils sont toujours otages du Hamas. Ou du djihad islamique. Ou du djihad islamique, je absolument. Le précise. Oui. La chose qui est sûre, et ça, je viens l'affirmer devant vous et devant tous les Français qui nous écoutent, c'est que le président, c'est le dossier sur lequel il passe tout son temps. La ligne en ce moment, c'est de dire libérer les Français encore détenus en Israël. Donc en Israël, on ne sait pas si les 8 Français sont vivants. Donc on ne sait pas. La réalité, on n'a pas d'informations là-dessus. Pas plus d'informations que ça. Et puis quand bien même j'en aurais, je pense que ça serait très délicat que je vienne à votre micro le dire. Mais c'est l'obsession du président de la République et que une chose est sûre. Et il a dit, et moi je reprends ces mots, la France n'abandonne et n'abandonnera jamais ses enfants, où qu'ils soient. La 13. Et une pensée vraiment particulière pour les familles. Pour les familles, parce qu'on a rarement l'occasion de leur dire. Moi, je leur dis que tous les jours, j'y pense, tous les jours, je partage leur peine. Et que ça, la France, c'est ça. La France, c'est partager la douleur et de dire on sera toujours à leur côté. La trêve s'achève demain à 6h. Est-ce que la France souhaite que la trêve soit prolongée ? Il me semble que le président de la République s'est exprimé. Il a eu raison de dire qu'une trêve humanitaire était indispensable. La réalité, c'est que cette trêve humanitaire permet aussi la libération des otages au fur et à mesure. Regardez, vous venez de citer le nombre d'otages libérés. Donc tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que cette trêve entraîne la libération de tous les otages détenus par le groupe terroriste du Hamas. Ça, c'est la première chose. Et l'autre chose, de dire les populations civiles à Gaza doivent être aussi préservées. Moi, je l'avais dit plusieurs fois et je suis parfaitement alignée sur la ligne du président de la République et de mon gouvernement et du gouvernement auquel j'appartiens, de dire on doit préserver toutes les vies civiles à Gaza. C'est très important. Toutes les vies civiles à Gaza. Le meurtre aveugle de civils innocents dans les territoires palestiniens est-il inacceptable? Écoutez, c'est chaque vie perdue de civils, parce que qu'est-ce qui est juste inacceptable, c'est que comme d'habitude, ce sont toujours le Hamas vient de créer. Faut revenir au départ. Qui provoque ça à la base? C'est quand même l'attaque odieuse. Moi, j'ai pas de mots assez forts pour qualifier ce qui s'est passé le 7 octobre. Et la réalité, c'est que encore une fois, les populations civiles à Gaza se retrouvent prises en otage, en réalité, par le Hamas qui met. Ce sont des boucliers humains. Mais moi, je vous ai parlé du meurtre aveugle de civils innocents dans les territoires palestiniens. Oui. Alors, est-ce acceptable? C'est pas acceptable. C'est ce que dit le Premier ministre espagnol. Non, mais c'est pas acceptable. Mais à la fois, le droit d'Israël de se défendre, et c'est pas moi qui, vous m'avez dit, on m'a déjà interrogé, et j'avais répondu très franchement. Le droit d'Israël de se défendre dans le cadre des règles de la guerre et dans le cadre du droit international. La mort de Thomas à Crépol. Aucune minute de silence pour Thomas, sauf sur les terrains de rugby ce week-end. Pourquoi ? Je ne sais pas vous dire, mais en tout cas, Thomas mérite une minute de silence parce que déjà, première chose, je voulais, et j'en profite, tous les mots que je pourrais prononcer à votre micro, à l'endroit de ses parents, ne pourront jamais être à la hauteur de la peine et de la douleur provoquée par la perte d'un enfant. Ça, c'est la première chose. Et leur dire que mes pensées les accompagnent et leur présenter toutes mes plus sincères condoléances. Première chose. Et Thomas, moi je pense que Thomas, comme tous les enfants, c'est un enfant de 16 ans qui a perdu la vie. 16 ans, c'est pas un âge pour partir. Donc oui, vous avez raison. On m'a déjà questionné. J'ai bien sûr, une minute de silence pour Thomas. Il la faut. Il la faut. Samedi soir à Romans, sur Isère, des militants d'extrême droite, plusieurs dizaines, certains armés de barres de fer ou de battes de baseball, ont défilé à proximité du quartier de la Monnaie, derrière une banderole « Justice pour Thomas, ni pardon ni oubli ». Mais j'ai vu aussi d'autres mots. La rue La France nous appartient. Ouais. La rue La France nous appartient. Islam hors de France.
À qui appartient la rue ? La rue, elle appartient à tous les Français. La rue appartient à tous les Français. Vous condamnez cette manifestation ? Non seulement je la condamne, je rappelle juste, et vous me permettez aussi de saluer les forces de l'ordre qui ont anticipé, donc je rappelle juste 20 interpellations avant que des drames arrivent à nouveau. Donc ça, c'est la première chose. La mobilisation exceptionnelle de nos forces de l'ordre, sur lesquelles certains partis tapent sans arrêt. S'ils n'étaient pas là, il y aurait eu des drames, oui. Donc moi, je salue déjà leur courage et leur sens de l'anticipation. C'est la première chose. Évidemment que je la condamne, parce que vous imaginez bien que les mots qui ont été prononcés, vous savez, on ne répare jamais une injustice par une autre injustice. On peut demander, et on a le droit de demander la justice pour Thomas, mais on la demande dans des règles. Nous sommes un état de droit. Nous sommes un état de droit. Et moi, je ne peux pas accepter que dans mon pays, des propos pareils soient tenus, d'un côté comme de l'autre. Et évidemment que je condamne cette manifestation, parce que c'était sans ambiguïté. Éric Ciotti ne la condamne pas. C'est son problème. C'est son problème, pas le mien. Moi, je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas non plus tout accepter. Lorsque vous entendez la rue, c'est l'extrême droite. Non, mais parce que vous l'avez pas. Voilà, ce sont des groupes. Non, mais ce sont des groupes d'extrême droite, absolument. D'extrême droite qui sont venus en découdre. Alors, Thomas n'est qu'un prétexte, vous savez, prendre la mort d'un jeune, vraiment, en prétexte pour venir exprimer tout ce qu'il y a de plus horrible, de plus méchant, tout ce qu'il y a de plus haineux en soi. Non seulement je le condamne, et la justice fera son travail, puisque la police a fait le sien. Mais certains quartiers n'appartiennent-ils pas aux trafiquants de drogue? Non, ils n'appartiennent pas. Ils sont investis par des trafiquants de drogue. Non. Ils sont investis par des trafiquants de drogue. Et moi, par contre, sur ce sujet, je sais d'où je parle. La réalité, c'est qu'il faut, sans relâche, avec beaucoup de courage, avec tous les outils que le droit nous permet, ne rien lâcher, ne rien abandonner. C'est ce qu'on fait, vous savez. Moi, je le vois et je répète souvent ce chiffre, parce que c'est une réalité. Quand à Marseille, on arrive à pilonner et à stopper complètement, sans que ces points de deal se reproduisent ailleurs. 70 points de deal en 2 ans. Évidemment, vous créez une tension chez les trafiquants de drogue, qui deviennent de plus en plus violents, parce que vous leur réduisez leur part de marché. La réalité, c'est ça. C'est une guerre impitoyable contre les trafiquants de drogue. Et moi, je l'avais dit, il va falloir aller beaucoup plus loin, notamment sur les mères nourrices qu'on oblige donc à cacher de la drogue. Et j'avais dit, il faut un statut spécial sur le modèle, par exemple, du repenti. Ça, c'est mon idée. Je la mets sur la table, j'en ai beaucoup parlé. C'est de dire, si vous voulez que les gens parlent, il faut qu'ils soient protégés. Et des gens qui ne sont pas protégés ne parlent pas. C'est comme ça. On appelle ça la terreur. Donc, si les gens se sentent protégés, ils parleront plus facilement. Et là, la police pourra encore mieux faire son enquête, parce que de quoi comment travaillent nos policiers? C'est avec le renseignement. Oui, Sabrina Agresti-Roubache, les consommateurs. Parlons des consommateurs. J'en ai souvent parlé. Des amendes délictuelles sont en place. On est d'accord. Mais pourquoi ne pas inscrire ces condamnations, ces amendes sur le casier judiciaire? Moi, je suis favorable, c'est un délit. C'est un délit. C'est pas rigolo de consommer de la drogue. C'est pas drôle. Vous allez le proposer, le gouvernement va le proposer? Je sais pas si le gouvernement va le proposer, mais en tout cas, moi, dès que c'est mis sur la table, et je vous dis, c'est le rôle du Parlement aussi. Est-ce que vous allez mettre ça sur la table au Parlement? Je pense que ça va être mis sur la table au Parlement, et je le souhaite. En tout cas, je le souhaite. Moi, je le souhaite sincèrement. Une amende délictueuse, une amende pour consommation de drogue sera inscrite au casier judiciaire. Je demande à ce que ça le soit. Moi, en tout cas, c'est ma position. Et puis, vous voyez, on est quand même avec le ministre de l'Intérieur, et on peut pas dire. Enfin, on peut reprocher beaucoup de choses, mais on ne peut pas dire que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur ces sujets, hésite ou ne sait pas exactement où il va. Moi, je pense très sincèrement que si on ne va pas aussi loin, on ne pourra jamais agir sur les consommateurs. Mais autre chose, à côté de ça, je veux parler en face de prévention. Sujet qui a complètement disparu, mot qui a complètement disparu, parce que la réalité, c'est que la prévention, c'est important, parce qu'on sait très bien que sur les consommateurs, ceux qui ne sont pas encore complètement, on va dire, envahis et complètement irrécupérables. Il y a plein de gens sur lesquels on peut faire ce travail de prévention. Mais de l'autre côté, consommer de la drogue, ce n'est pas drôle. Il y a une implication, il y a des conséquences sur notre société, sur la santé des gens en premier, des consommateurs eux-mêmes, et sur le trafic de drogue. Je l'avais dit, pas de consommateurs, pas de dealers. La mort de Thomas est instrumentalisée, selon vous? Elle est instrumentalisée par 2 extrêmes, et je trouve ça non seulement indigne. Vous comprenez qu'on publie les prénoms? Des agresseurs potentiels? Non, vous savez, publier. Alors, je vais vous dire.
Moi, ce que je réponds à ça, et je m'attendais à ce que vous me posiez la question. Ce qui fait que ces individus décérébrés, complètement débiles, crétins, enfin, j'ai pas assez de mots pour les nommer, irresponsables, assassins, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas leur origine ethnique, c'est leur bêtise. C'est la bêtise, en fait. Le truc, c'est il n'y a pas de racisme anti-blanc, là. Mais il y a eu Même si certains d'entre eux auraient... J'emploie le conditionnel. C'est pour ça qu'il faut laisser la justice faire son travail. Toujours le conditionnel. Aurait dit, on est là pour planter des blancs, la justice, tuer des blancs. Vous savez, moi je me positionne jamais à la place de la justice. Et je crois profondément. Absolument. La justice, la justice non seulement le dira, non seulement j'espère que la justice sera d'une sévérité absolue envers ceux qui ont commis cet assassinat, parce que c'est un assassinat. Et la réalité, c'est que, encore une fois, si on part du principe que c'est l'origine ethnique qui fait provoquer tel ou tel crime, mais d'un côté comme de l'autre, on se trompe. La réalité, c'est que c'est la bêtise humaine, c'est la haine qui emmène à ce genre de comportement et qui emmène à des drames pareils. Est-ce qu'il y a aussi une volonté d'installer le chaos chez certains ? Regardez, clairement. Vous savez, de cette situation naîtra le néant. Du chaos naît le néant. C'est ça la réalité, c'est que la conséquence sera le néant. Mais nous, on est un grand pays, on est une grande nation, on est la 6e puissance mondiale. J'aime mon pays et je l'ai suffisamment dit. Je pense qu'on est capable de transcender tout ça. La réalité, c'est que les gens, vous savez, moi, vous me connaissez un petit peu, je suis tout le temps dehors. Les gens, la police fait son travail. Regardez ce qui s'est passé justement à Romans-sur-Isère, où la police a su et anticiper et interpeller tous ceux qui étaient venus en découdre. Mais de l'autre côté, qu'est-ce que vous demandent les gens ? Ils vous demandent de la justice. Et je demande, et moi c'est mon souhait, que la justice soit à la hauteur du crime qui a été commis et des crimes qui sont commis. Bien, Sabrina Agresti-Roubache. Et je sais qu'elle le sera. Moi j'ai confiance en la justice de mon pays. Gérard Collomb a démissionné du ministère de l'Intérieur en 2018. Il disait... Le jour de sa démission, de son discours de départ, aujourd'hui on vit côte à côte, je crains que demain on ne vive face à face. Est-ce que la prophétie est en train de se réaliser ? Non, là, il avait le bon diagnostic et j'en profite pour présenter... Si j'ai un message, tiens, je vais le lire. Allez-y. Si j'ai un message à faire passer, je suis allé dans tous les quartiers nord de Marseille, au Mirail à Toulouse, à ceux de la couronne parisienne, Corbeil, Aulnay, Sevran, c'est que la situation était très dégradée. Et le terme de reconquête républicaine prend là tout son sens, parce qu'aujourd'hui, dans ces quartiers, c'est la loi du plus fort qui s'impose, celle des narcotrafiquants et des islamistes radicaux qui a pris la place de la République. Quel constat. Il a raison. Vous savez, il a raison dans ce constat pour certains quartiers. Oui, il avait raison, puisque la réalité... Il a toujours raison ? Non, parce que... Ah non. Quand je dis non, c'est... Vous savez, on peut partir et c'est une enfant de Marseille qui vous répond. Moi qui ai produit un documentaire qui s'appelle Territoire perdu de la République, alors c'est pas moi qui vais venir à votre micro dire le contraire de ce sur quoi j'ai travaillé pendant des années. La réalité, c'est que plusieurs choses. Déjà, la France perd un grand homme d'État, un grand homme politique, et il a été un grand ministre de l'Intérieur. Donc ça, c'est la première chose. Et j'en profite, pareil, je profite d'être à votre micro pour présenter mes condoléances à sa famille. J'avais pas eu l'occasion de le faire. La deuxième chose, c'est que si vous considérez que tous nos combats sont perdus, vous savez, les seuls combats perdus, c'est ceux qu'on mène pas. Moi, j'ai décidé qu'on devait, moi, dans ma vraie vie, avant de faire de la politique, et quand je vois Gérald Darmanin à la tâche, en disant on ne va plus jamais les laisser tranquilles. La réalité, c'est que c'est un combat difficile. Première chose, moi, je plaide pour un désarmement financier massif des narcotrafiquants. On sait où aller les chercher et il faut taper là où ça fait mal, c'est-à-dire leur porte-monnaie. La deuxième chose, on parlait des consommateurs. Prévention, et oui, je pense qu'il faut inscrire, oui, c'est un délit. C'est un délit de consommer de la drogue. Et on inscrit ce délit au casier judiciaire du consommateur. Et l'autre chose, quand je vous disais de protéger les gens pour qu'ils parlent, la réalité, c'est que si on ne donne pas un cadre juridique suffisamment protecteur aux mères de famille, notamment qui sont les plus exposées, je vous rappelle que 30% de familles monoparentales dans les quartiers prioritaires, c'est pas un chiffre que j'invente, c'est la réalité. Et que il faut maintenant aller beaucoup plus loin. Et moi, je plaide pour ça, pour qu'on puisse protéger ces femmes mieux, pour qu'elles puissent parler. Et vous savez, s'ils ne savent plus où mettre leur drogue dans le quartier, ils partiront. Un statut. Moi, je plaide pour un statut, je l'ai toujours dit. Vous savez, c'est un sujet que je connais par cœur. Combien de mes amis d'enfants sont perdus des enfants dans des règlements de compte. Ça va être inscrit dans la loi. Non, là, pour l'instant, j'ai posé l'idée.
j'en parle avec, bien sûr, le ministre de l'Intérieur, qui est quand même mon ministre de tutelle. Favorable. Et j'en ai parlé aussi à la Première ministre, j'en ai parlé à Éric Dupond-Moretti, au moins de dire favorable. Favorable en disant oui, c'est une piste. J'ai pas dit que ça se fera, c'est une première piste. Et je pense qu'on doit, c'est notre responsabilité, la mienne en tout cas. Moi, c'est le sens de mon engagement. Tout ce que je pourrais essayer de faire pour aider et pour que tout cela cesse. Tous les jours, on a des gens, vous savez, à Marseille, on a eu la petite Sokaina et maintenant on a Dijon. Voilà, la petite Sokaina, c'était la fille d'une amie à moi, une AVS de l'école de ma fille. C'était la fille de Leïla. Et la réalité, c'est que comment pouvoir se dire le matin quand je me lève, non, j'ai tout perdu. Non, tuée par les balles de trafiquants de drogue. Absolument. Donc moi je dis alors que rien n'est perdu. Alors qu'elle était en train d'étudier une dans étudiante sa chambre. en droit, absolument. Et la réalité, c'est que face à eux, on ne tremblera pas. Face à ces criminels et ces dealers, ces trafiquants de drogue, on ne tremblera pas et c'est eux qui perdront in fine. Et on gagnera le combat, j'en suis sûr. Projet de loi immigration. Oui. Vous faites un lien entre l'immigration et ce qui s'est passé à Crépol. Certains l'ont fait. Non, moi non. Je vous dis, le seul lien que je fais, c'est la bêtise humaine. Regardez vous-même la bêtise humaine. Bien. Projet de loi immigration qui arrive ce lundi en commission des lois à l'Assemblée nationale. Vous pensez que vous allez éviter le 49.3 ? Oui, moi, honnêtement, je pense qu'en responsabilité, je me permets juste de reprendre l'expression de vos confrères, vraiment du point qui avait très bien résumé la situation. J'ai adoré ce titre. C'est la loi immigration, la loi sur laquelle tous les Français sont d'accord, sauf les partis politiques. Moi, j'appelle tout le monde, quel que soit le bord politique, d'un côté et de l'autre de l'hémicycle, de prendre leurs responsabilités. Les Français attendent quoi ? De la fermeté. Les Français attendent quoi ? De la cohérence. Les Français attendent quoi ? À ce qu'ils soient entendus sur ce sujet. La réalité, c'est que je ne vois pas comment. Vous savez, après, toutes les lois, on peut les améliorer, et c'est le rôle du Parlement. Regardez, c'est passé au Sénat, ça revient. Alors moi, j'étais commissaire aux lois, et aujourd'hui, ça arrive chez mes anciens collègues commissaires aux lois de l'Assemblée. Est-ce que le texte sera ramené à sa version initiale ? Le Parlement, l'Assemblée nationale le dira. Moi, honnêtement, alors sur ça, j'ai vraiment pas de... Le texte du Sénat vous va ? Est-ce qu'il vous convient ? Non, le texte, non. Le texte du Sénat, c'était un texte... alors je reprends les propos de Gérald Darmanin. C'est un Sénat qui est à droite. Donc c'est un texte de droite qui a été voté. Et moi, ce que je dis, c'est que sur notamment quelques sujets, par exemple, on va parler des métiers en tension, qu'ils soient réécrits dans l'article 4 bis. C'était l'article 3, rappelez-vous. Qui a été transformé en article 4 bis. De l'automaticité de la régularisation, nous passons à une automaticité à la main du préfet. Ça, l'Assemblée nationale et le travail de mes anciens collègues députés que j'ai été, va être de trouver un consensus. Moi, je suis sûr qu'on peut trouver un consensus sur un sujet aussi primordial. Il n'y a pas que la France qui est touchée par... Que changeriez-vous du texte du Sénat ? Moi, je pense qu'il faut revenir réécrire sur l'article 3. Je pense qu'il y a l'article 4 bis maintenant. Je pense qu'il faut revenir probablement à une version plus initiale de notre ADN. La suppression de l'AME. Suppression de l'AME. Non, alors l'AME, alors je vais vous dire, alors moi j'ai toujours pensé, déjà c'est un cavalier législatif, vous verrez que le Conseil constitue va le retoquer à tous les coups. On se demande ce qu'il fait dans ce... Voilà, on se demande ce qu'il fait. Mais moi je comprends des collègues, comme d'un côté comme de l'autre, de dire, est-ce qu'on a le droit de discuter de l'AME ? Et je dis juste que la Première ministre, en anticipation, et je pense qu'elle a pris une excellente décision, de confier un rapport, parce que vous savez, on ne peut pas prendre juste des décisions parce qu'on l'a décidé, de confier un rapport à l'ancien ministre Evin et à monsieur Stéphanie sur ce sujet de l'AME. Donc un grand spécialiste de l'immigration et l'autre grand spécialiste des sujets de santé. Je vais vous interroger sur Marseille. Oui. Il va nous rester 3 minutes. Mais j'ai un mot quand même parce que je me mets à la place des Français. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux devant la justice. Olivier Dussopt, ministre du Travail, devant la justice. Ça ne fait pas un peu trop ? Ça fait que la justice, ça demande quelque chose. Moi, j'écoute ce que les gens m'ont dit, notamment à Marseille. C'est drôle que vous parliez de ça. Bah évidemment qu'ils vous en parlent. Tout le monde est justiciable. Écoutez-moi, la justice fait son travail. Et je suis de celles qui dit attention, présomption d'innocence, je ne parle jamais je ne commente jamais ni une condamnation, ni une mise en examen. La justice fera son travail. Et je vous le redis, moi je pense... j'ai une S'ils sont condamnés, ils doivent démissionner. C'est ce qu'avait dit peut-être la Première ministre, il me semble. Et puis, je pense qu'en responsabilité, et vous verrez, vous savez, j'aime pas parler ni à la place de mes collègues, ni à la place de personne. En responsabilité, ils sauront prendre la bonne décision au bon moment.
Terminons avec Marseille. Oui. L'État a fait un effort considérable pour Colossal. Marseille. 5 milliards d'euros, on est bien d'accord. Hein, Oui. est-ce que si, en 2026, ça n'avance pas, vous reprenez l'argent? C'est l'État, oui, absolument, ça repart directement à Bercy. La réalité, c'est que, vous me permettez... Vous reprenez l'argent trois si sujets. les chantiers ne sont pas avancés, ne sont pas faits. La réalité, c'est que c'est un plan de sauvetage inédit décidé par le président de la République en septembre 2021. Ça, c'est la première chose. Les écoles, vous le savez, c'est un domaine absolument municipal. Un maire, quel que soit le maire, pas seulement celui de Marseille, tous les maires ont la charge de leurs écoles. L'État met 1 milliard sur les écoles à Marseille, 188 écoles, 400 millions d'euros en subvention et 650 millions d'euros en prêt garanti par l'État. Ça veut dire que si demain il n'arrive pas à payer, c'est l'État qui paye. Bon, moi, tout ce que je suis venu demander, et je vais vous parler aussi des projets en rue, donc de la rénovation urbaine. Donc sur les écoles, j'attends que les chantiers s'accélèrent et que tout le monde se mette enfin en ordre de bataille pour faire avancer. Pas pour me faire plaisir, pas pour faire plaisir au président de la République, pour que les petits Marseillais aillent dans des écoles décentes. Et moi, je fais partie des petits enfants marseillais qui sont allés dans des écoles pas correctes. Donc je voudrais que les petits Marseillais aillent dans des écoles correctes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur la rénovation urbaine, 650 millions d'euros conventionnés, on est d'accord, depuis à peu près, je crois que c'est 2019-2020. Les concertations ont démarré à peine parce que j'ai tapé du poing sur la table et que j'ai dit il va falloir concerter avec les habitants. Et la réalité, c'est que je déclenche et c'est ce qui est en train de se passer. J'ai demandé à ce qu'il y ait des opérations d'intérêt national. Ça veut dire en gros que l'État, donc ça sera instruit par le préfet, reprenne la main sur l'instruction de certains dossiers primordiaux. Je parle de cités, les gens comprendront. La Castellane, Herbel, par exemple, qui sont deux grandes cités, deux grands groupes de logements sociaux où l'État est tellement dégradé, c'est-à-dire leur état comment dire, l'état des bâtiments, des immeubles est tellement dégradé que c'est catastrophique. La réalité, c'est que l'argent est là et j'attends qu'il soit instruit. Donc maintenant, les OIN, opération d'intérêt national, c'est quand même extraordinaire. L'État est prêt à engager 5 milliards d'euros et ça n'avance pas. C'est quand même extraordinaire. Vous voyez, le sujet, c'est... est-ce que à la ville de Marseille, et moi j'ai vu le maire de Marseille et vous voyez comment s'est passé quand même ma venue de vendredi, c'est qu'on est tous d'accord et on s'est dit les choses les yeux dans les yeux, que ce soit avec la présidente de la métropole et du département, Martine Vassal, et le maire de Marseille, Benoît Payan. À partir d'aujourd'hui, on ne dira plus c'est la faute du voisin. Donc moi, tout ce que je leur ai demandé, c'est de dire l'argent est là. Il faut qu'il soit déployé, pas pour se faire plaisir, mais pour que la vie des Marseillais change, enfin. Bien, un mot sur les dérives sectaires. Oui. Est-ce que vous allez créer un délit de provocation à l'abandon ou à l'abstention de soins, à l'adoption de pratiques exposant à un risque grave pour la santé? Absolument. Moi, Didier Raoult aurait pu être poursuivi si ce délit avait existé. Alors. Oh, là, vous me posez c'est une excellente question. C'est une excellente question. Mais je pense que le Covid, très sincèrement, alors c'était ma collègue Sonia Baquès qui avait beaucoup travaillé sur ce sujet, c'est même elle qui prépare le texte de loi avant que j'arrive. Je pense que la première chose, c'est que 25% des signalements à la Miviludes concernent la santé. Donc ça veut dire que sur la santé, on a un vrai sujet. La réalité, c'est que c'est quoi l'abandon de soins? Je prends un exemple. Qu'est-ce qu'on crée? On est pressé par le temps. Voilà. Vous êtes malade, vous avez une maladie très grave, et vous avez un gourou, comme je les appelle, 2.0, qui vous explique que vous allez abandonner, par exemple, votre chimiothérapie et que de prendre un jus de légumes, ça va vous soigner. Ou la vaccination? La vaccination, c'est un peu différent parce que la vaccination, c'est différent. Dire à quelqu'un ne te vaccine pas contre la grippe, c'est pas la même chose que de dire abandonne ta chimio. Mais je parle du Covid. Le Covid, c'était une obligation et c'était un intérêt général. Pas la même chose. Bon, d'accord. Merci Sabrina Siroubache. Vous avez parlé des yeux. Vous avez parlé des yeux dans les yeux. Oui. Jeudi matin, 10 ans après les yeux dans les yeux, Jérôme Cahuzac sera ici avec moi. Il est 8h58. Merci d'être avec nous sur l'antenne de Sud Radio.